tout de suite cette table ronde intitulée Mobilité, comment les faire cohabiter. Alors on constate chaque jour dans beaucoup de villes en France et tout particulièrement à Paris un foisonnement de nouvelles mobilités, trottinettes, scooters électriques, voitures en autopartage, qui se juxtaposent aux mobilités plus traditionnelles. Comment organiser ces nouveaux flux? Faut-il interdire peut-être certains nouveaux opérateurs ou certaines nouvelles mobilités qui pourraient créer des difficultés dans les acheminements en ville, parce qu'elles bousculent les habitudes des utilisateurs de la voirie, et donc on entend beaucoup de personnes se plaindre, notamment des trottinettes. Comment faut-il organiser ces flux? Comment faut-il ne pas oublier aussi toute la desserte de la périphérie, donc relier bien le centre à la périphérie? Toutes ces questions, c'est des questions que nous allons poser à nos invités que je vous présente tout de suite. À ma droite, totalement à ma droite, Christophe Najowski, bonjour, vous êtes adjoint à la mairie de Paris, chargé des transports, de la voirie, des déplacements et de l'espace public. À côté de vous, Brice Beaulion, vous êtes directeur général adjoint Transdev. À ma gauche, Joanne Dupuis, vous êtes directeur général adjoint, chargé d'Île-de-France pour le groupe Keolis. À vos côtés, Valère Pelletier, vous êtes directeur stratégie et développement du groupe RATP. Et enfin, Laurent Pouillet, vous êtes président de Bombardier Transport France. Donc bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui à cette table ronde qui va durer à peu près 1h30, une petite heure et demie, et qui vous permettra aussi, si vous le souhaitez, de poser des questions à nos invités, puisqu'un micro sera proposé tout à l'heure dans la salle. Je vais passer tout de suite la parole à Christophe Najowski pour vous demander de nous présenter un petit peu le contexte, de nous dire si quand vous avez vu apparaître toutes ces nouvelles mobilités, vous avez été surpris, comment vous avez d'abord réagi et comment aujourd'hui vous comptez mieux maîtriser les flux, donc quelle politique vous comptez mettre en œuvre et est-ce que vous avez les moyens de cette politique que vous souhaitez? Merci et merci tout d'abord pour votre invitation et bonjour à toutes et tous. Si je devais évoquer peut-être un fait le plus marquant de mon mandat municipal sur la mandature 2014-2020, donc qui désormais touche à sa fin, c'est donc depuis 5 ans maintenant et demi, 2014, c'est très certainement la question de ce que vous appelez nouvelle mobilité, ou en tout état de cause les mobilités liées au développement des plateformes numériques qui foisonnent, on va dire, explosent, on pourrait dire aussi, depuis un certain nombre d'années maintenant, et mettent directement en relation des fournisseurs, on va dire, de services de mobilité privés avec des clients, consommateurs, usagers, je ne sais pas comment on souhaite les appeler. Ce foisonnement, je pense qu'il y a 5 ans, effectivement, on ne voyait pas forcément, je dirais, atteindre les proportions qu'il atteint aujourd'hui. Et je pense qu'il y a là, très certainement, dans le paysage, on va dire, des transports et de la mobilité, c'est certainement l'événement le plus marquant, je trouve, de ces 5 dernières années. Mouvement qui, finalement, a été très rapide, puisque si on évoque la question de l'apparition des trottinettes électriques que vous évoquiez dans votre introduction, ça date de l'été 2018, c'est-à-dire il y a à peine plus d'1 an. On avait eu auparavant, il y a 2 ans, l'apparition de vélos en free floating avec un phénomène d'arrivée massive et puis un reflux derrière, et puis de nouveaux acteurs qui arrivent aujourd'hui sur la scène ou sur le marché. Et donc, finalement, des phénomènes qui sont extrêmement récents, mais qui ont été extrêmement rapides également. Beaucoup plus rapides d'ailleurs que l'évolution législative et réglementaire, puisque la loi d'orientation sur la mobilité qui va acter, je dirais, et prendre en compte l'arrivée de ces nouvelles mobilités n'est toujours pas votée. Elle est toujours encore en discussion entre l'Assemblée et le Sénat suite aux différentes navettes et aux commissions mixtes paritaires qui ne sont pas arrivées à un accord. Et donc nous sommes aussi dans un environnement juridique fragile, incertain, qui fait que les collectivités sont aussi en demande d'avoir de la part du législateur les outils réglementaires adéquats pour pouvoir réguler
l'arrivée de ces nouveaux acteurs. Donc voilà le contexte, si je devais le brosser assez rapidement, c'est celui-là. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des mobilités qui sont partagées. Et donc le fait aussi de ne pas être sur la possession d'un véhicule, mais sur son usage. Et ça, je crois que c'est aussi l'une des grandes révolutions, je dirais, de ces 10 dernières années. C'est le passage donc de la propriété à l'usage. Paris avait déjà été pionnière en matière de mobilité partagée avec le lancement de Vélib 1 en 2017, Vélib 2 donc en 2018 avec des difficultés à l'allumage, mais aujourd'hui je dirais un rythme de croisière qui est atteint désormais avec plus de 100 000 usages quotidiens, et avec Autolib ayant été là aussi en moins d'une décennie finalement frappé, je dirais, d'une forme peut-être d'obsolescence accélérée au regard là aussi justement du développement d'offres concurrentes. Je pense notamment au VTC, je pense aussi aux nouvelles mobilités partagées qui sont arrivées maintenant depuis quelques années et qui sont venues concurrencer un modèle qui finalement n'a jamais trouvé son modèle économique. Et donc dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est effectivement Vélib 2 qui reste dans une logique de service public, et d'ailleurs un service public qui est désormais métropolitain, qui n'est pas simplement parisien, avec plus de 60 communes qui participent avec Paris à l'échelle de la métropole à ce service. Mais c'est aussi donc maintenant des offres privées qui ont pris le relais, notamment en termes d'autopartage, avec des acteurs, je dirais, classiques de l'automobile qui viennent aussi sur le créneau de la mobilité partagée, qu'elle soit en free floating, c'est-à-dire en trace directe, ou bien en boucle. Donc on a aussi un renouvellement, je dirais, d'une offre d'autopartage qui est peut-être moins visible et moins lisible que de l'était Autolib, mais qui est tout aussi, je dirais, importante, notamment en termes de volume ou d'offres de services. Donc voilà un peu quel est le paysage, et puis je pense que tout ceci nous amène aussi à la question de la mobilité servicielle, du MaaS, qui va aussi très certainement être l'un des grands enjeux des années à venir, puisque de fait aujourd'hui, ces plateformes numériques sont en train de se constituer petit à petit en véritables plateformes multimodales. Pour ne citer qu'un exemple, Uber, qui vient donc du monde du VTC désormais avec Jump, je cite des marques, je sais que c'est peut-être pas très bien, mais bon, il faut appeler les choses par leur nom, se diversifie et offre désormais des services de mobilité avec des trottinettes, des vélos à assistance électrique, et sur les applis on voit désormais ces offres multimodales se constituer, et donc l'enjeu aussi ça va être de voir comment les collectivités, je pense notamment aux autorités organisatrices, donc Île-de-France Mobilité, va répondre à cette nouvelle concurrence et comment on va réussir à intégrer ces offres dans une offre qui sera, je dirais, plus générale, qui s'appuiera aussi sur, alors non pas les vieilles mobilités, mais des mobilités peut-être plus traditionnelles, que sont donc le transport collectif, qui doit rester quand même aussi, je le dis, la base d'un système de transport à l'échelle de la région Île-de-France, parce qu'on aura toujours besoin d'avoir un mode capacitaire. Donc voilà, je dirais comment je peux synthétiser peut-être les grands enjeux d'aujourd'hui. Le MaaS, c'est en train d'être organisé par les différentes collectivités, les opérateurs, mais c'est encore un sujet en devenir. En attendant, est-ce que maintenir un service comme Vélib a vraiment un intérêt, puisque, comme vous le dites, des opérateurs arrivent et proposent des systèmes très souples, partagés? Est-ce qu'on a vraiment besoin de la collectivité pour maintenir un service comme Vélib, puisque, comme vous le disiez, Autolib a été, un autre système s'est substitué à Autolib? Alors, je vous dirais oui, et même 2 fois ou 10 fois oui, parce qu'on est dans une logique de service public. Vélib, c'est un service qui est déployé sur le territoire de toutes les collectivités qui y participent, et Vélib est déployé sur des territoires sur lesquels les free flotteurs n'iront jamais. Quand vous regardez la carte du déploiement des services de free floating,
c'est uniquement dans les zones qui offrent une certaine densité d'emploi, densité d'habitat, densité de commerce, c'est-à-dire dans lesquelles il va y avoir suffisamment de rotation des véhicules pour assurer une viabilité économique et donc une rentabilité. On est sur une logique de marché. Si les acteurs privés perdent de l'argent, au bout d'un moment, ils se retirent. Donc, à la différence, Vélib, qui est financé par les collectivités, donc par les communes qui participent, mais aussi par la métropole du Grand Paris, eh bien, on assume le fait, comme dans le transport collectif d'ailleurs, que la collectivité participe du financement du service avec un développement qui se fait de manière égalitaire sur l'ensemble des territoires concernés. Donc, que ce soit un territoire plus éloigné, moins bien desservi, ou un territoire moins facile d'accès parce qu'il est en hauteur, par exemple, et donc spontanément les gens vont moins aller pour rendre les vélos. Et donc, oui, bien évidemment, Vélib a toujours sa pertinence. Et d'ailleurs, le fait qu'on ait plus de 100 000 usages au quotidien nous conforte dans l'idée qu'il faut garder ce modèle. Et deuxième question, on a entendu un certain nombre de critiques sur l'action de la mairie de Paris, qui se serait laissée déborder par cet afflux de ce foisonnement de nouvelles mobilités à laquelle on ne s'attendait pas. Est-ce que vous acceptez cette critique? Et j'ai vu que vous alliez bientôt lancer un appel d'offres justement pour mieux réguler le service de trottinette. Qu'en est-il? Alors je l'accepte bien volontiers, comme Lyon, comme Marseille, comme d'autres villes qui sont aussi fait déborder par la nouveauté, par la rapidité à laquelle ces services sont arrivés, sans qu'on ait forcément, je dirais, les outils pour y répondre. Alors, si on prend l'exemple des trottinettes, rappelez-vous les débats au printemps dernier, on nous annonçait 40 000 trottinettes dans les rues de Paris, le chaos intégral. Bon, il se trouve qu'on a quand même pris, la question un peu à bras-le-corps, on va dire, le taureau par les cornes, avec un principe qui est celui, en l'absence de textes réglementaires fermes, et en tout cas stables, qui est celui d'une charte de bonne pratique ou de bonne conduite que l'ensemble des opérateurs a signé en mai. Et je crois que depuis mai dernier, il y a quand même des progrès dans à la fois le comportement des opérateurs, mais aussi des utilisateurs quant à la façon dont ils restituent les engins. Mais pour autant, la situation, je dirais, n'est pas satisfaisante. On va dire que le verre est à moitié plein aujourd'hui. On a encore à discipliner les usagers, et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement, puisque si je prends l'exemple des trottinettes, donc nous avons désormais un programme de réalisation de 2500 emplacements dans Paris, avec un maillage à peu près tous les 150 mètres, donc c'est quand même des travaux extrêmement importants qui vont être menés, de manière à avoir donc ces hubs de stationnement en quelque sorte qui vont constituer le maillage de sites à partir desquels on pourra utiliser les trottinettes, et nous demanderons aux opérateurs à ce qu'il y ait la restitution obligatoire des trottinettes dans ces emplacements de stationnement par les utilisateurs. Donc ça fera partie du cahier des charges de l'appel d'offres que nous sommes en train de lancer en ce moment, de manière à ce qu'on n'ait plus cet éparpillement comme on a pu le voir par le passé et encore aujourd'hui, avec des véhicules qui sont laissés au milieu des trottoirs. Donc aujourd'hui, on va utiliser aussi la technologie, c'est-à-dire la géolocalisation et le fait de pouvoir avoir donc sur les applications, les endroits, comme on le fait finalement par exemple avec les systèmes de libre service avec station. Donc on saura à quel endroit donc on doit restituer son véhicule, et c'est ainsi que nous aurons donc une forme de réagrégation des véhicules lors de leur restitution dans ces emplacements de stationnement qui assurent un maillage quand même très fin du territoire, mais où on n'est plus dans l'éparpillement total. Donc on ne sera plus dans le pur free floating, on sera dans un semi-floating comme on dit, mais dans lequel donc on réorganise les choses, on réagrège pour éviter l'éparpillement, le désordre et donc les difficultés aussi que cela entraîne, notamment pour les piétons sur les trottoirs. Merci. Brice Bouillon, quelle réponse peut apporter un opérateur comme Transdev aux demandes des élus qui peuvent parfois aussi être débordés par cet afflux de nouvelles mobilités? Les réponses qu'on apporte, elles sont à la hauteur des bouleversements auxquels on est confronté, parce que ce que disait Christophe Najowski est très vrai. On est confronté à une révolution, ça fait maintenant plusieurs années, mais c'est pas fini.
Et les problématiques que ça pose sont des problématiques qui sont totalement transversales. Si on regarde les nouvelles mobilités, les deux racines qui font que cette révolution, elle soulève des challenges vraiment intéressants. Le premier point, c'est que ça nous fait rentrer dans une ère numérique à laquelle il faut que les entreprises industrielles, dont l'expertise consiste à faire circuler des bus, des cars, des trains, des métros, basculent dans un univers totalement numérique, digital, on l'appelle comme on veut. C'est quelque chose qui est souvent pas connu. Les entreprises de transport public aujourd'hui sont devenues des entreprises qui font énormément de digital et qui ont une capacité et une expertise à proposer des solutions sur ce pilier-là qui n'existait pas il y a quelques années. Et donc là, on parle d'une évolution depuis une décennie. Je rebondis sur ce que vous disiez sur le développement du MaaS, le fait que le MaaS aujourd'hui, on est encore au début de la courbe de l'apprentissage. Du côté Transdev, on a quelques beaux laboratoires dans lesquels les MaaS sont aujourd'hui déployés et fonctionnent, à Mulhouse, à Saint-Etienne, où ce sont des expertises qui n'existaient pas il y a quelques années, et qu'une entreprise comme Transdev a dû apprendre à développer pour pouvoir proposer des solutions pertinentes à ses clients. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième défi qu'il faut qu'on relève, c'est que les nouvelles mobilités nous font rentrer dans une ère de l'ultra-personnalisation à laquelle on n'est pas habitué quand on fait du transport public, je dirais, à la mode XXe siècle. Le transport public, pendant longtemps, ça a consisté à remplir des bus, des cars, des trains, des rames de métro, et on n'avait pas une connaissance fine des clients qui étaient dans ces modes de transport. Et ce que les nouvelles mobilités nous imposent, c'est de connaître les clients qui sont dans nos moyens capacitaires et puis de leur proposer, au bon moment de leur parcours, la solution adaptée à leurs besoins. C'est une autre caractéristique des nouvelles mobilités, c'est qu'on est sur du réglage extrêmement fin et qu'il y a toute une palette de solutions auxquelles il faut réfléchir. Donc on a parlé du vélo, qui est évidemment absolument clé dans les nouvelles mobilités, les trottinettes, qui présentent moins d'avantages que les vélos mais qui sont intéressants. Il y a toute une autre palette de solutions qui sont des nouvelles mobilités dans la conception qu'on a chez Transdev. Je pense que du transport à la demande, qui peut être du transport à la demande avec des bus, des navettes, mais qui peut aussi être du transport à la demande avec de petits véhicules, des véhicules légers. On peut penser à toute une série de solutions de ce type-là qui sont à adapter aux besoins du client. Vous avez évoqué le MaaS, plusieurs expériences de Transdev de MaaS, mais on est tout de même encore loin de l'idée vraiment de MaaS tel qu'on l'imagine, c'est-à-dire un système global où on peut avoir un seul interlocuteur, payer son transport à un seul interlocuteur et avoir une seule interface. C'est quoi les blocages encore à venir? Je pense qu'il y a plusieurs masses. Il y a des blocages, il y a des enjeux à relever, et puis il y a plusieurs masses à franchir. Si on prend l'autre quotidien à nous tous, on ne voyage pas d'un bout à l'autre de la France tous les jours. Ou alors c'est qu'on a un métier qui l'exige et c'est une catégorie de la population qui n'est pas forcément le plus grand nombre d'entre nous. La plupart d'entre nous, on a des déplacements qui sont à l'échelle d'un bassin de vie. Et sur un bassin de vie aujourd'hui, il y a, donc je pense à Saint-Etienne, je pense à Mulhouse, je pense que la région Île-de-France aussi, avec le Pass Navigo et les solutions qui sont proposées par Île-de-France Mobilité, est assez avancée dans ce domaine-là. On peut faire des choses et on peut faire du transport multimodal de façon vraiment intéressante. Ce sont des métiers nouveaux, c'est une exigence de faire travailler ensemble et de faire en sorte qu'il y ait une intégration de plusieurs opérateurs qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Et donc, il y a une courbe d'apprentissage qu'il faut monter, mais il y a déjà des solutions qui sont pertinentes à l'échelle d'un bassin de vie. Peut-être qu'un jour, on arrivera à un MaaS au niveau national, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut souhaiter, parce que tout ce qui permet de faciliter la mobilité dans les transports publics, bien pour la transition énergétique, bien pour l'environnement, et donc il faut qu'on arrive à étendre. Et je pense que si on arrive déjà à l'échelle des bassins de vie et l'essentiel des déplacements qu'on peut avoir tous les jours à proposer des solutions sans couture porte à porte, on aura déjà fait une grande partie du chemin. Merci. Yoann Bucluy, je vais vous poser un petit peu la même question qu'à Maurice Beaulion. Comment un opérateur comme Keolis peut prendre en compte toutes les formes de mobilité et à répondre au cas par cas en fonction des besoins de déplacement? C'est vrai que nous, on accueille, je dirais, favorablement ces innovations, ce bouillonnement, ces nouveautés. C'est finalement un signe de bonne santé, je dirais, sur le sujet des mobilités.
Voilà, ça veut dire qu'il y a de la réflexion, il y a de l'innovation, il y a des talents qui réfléchissent à de nouvelles solutions. Et évidemment, c'est une bonne nouvelle, parce que ces talents, on essaie aussi d'en profiter. Et finalement, c'est le tissu de nos partenaires qui se constitue progressivement. Donc ça, c'est d'abord une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a une vraie recherche innovante de nouvelles solutions de mobilité. Alors après, la façon dont on regarde ces nouvelles solutions, on pense que le vrai sujet, enfin, le vrai objectif, je crois que Christophe Janowski ne contredira pas, c'est de faire diminuer, notamment en Ile-de-France, la part de la voiture individuelle. C'est ça le sujet. D'abord, il y a des bons chiffres, si j'en crois les premières indications qui ont été présentées la semaine dernière aux rencontres nationales du transport public à Nantes. En 10 ans, sur les 43 millions de voyages quotidiens, il y a 700 000 qui se font en moins en voiture. Et ça, c'est grâce à, certes, 1,1 million de plus en transport en commun, mais c'est aussi 200 000 de plus en vélo, et c'est aussi 130 000 de plus sur ces nouvelles mobilités, notamment la trottinette. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ce qu'on essaye de comprendre, c'est en quoi ces nouvelles solutions permettent de traiter ce qu'on appelle les maillons faibles de la mobilité. C'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui peut empêcher aujourd'hui un francilien d'opter pour les transports en commun et finalement de garder son véhicule et donc un mode de voiture un mode de transport non partagé et avec une empreinte environnementale évidemment beaucoup plus importante. Alors notre conviction chez Keolis, c'est qu'il faut traiter ce qu'on appelle les maillons faibles, c'est-à-dire ces points qui peuvent empêcher les franciliens d'opter pour les transports en commun. Et lorsqu'on fait des études, on est en train de finaliser une étude qui s'appelle Kéoscopie, qui a été réalisée il y a quelques années et qu'on est en train de préciser dans le contexte francilien, on se rend compte que les demandes des franciliens, elles sont évidemment des demandes de confort, de régularité, d'horaires adaptés. Donc ça, c'est une demande. Donc là, c'est vrai qu'on peut avoir des solutions avec les nouvelles mobilités qui répondent à ces besoins. Les demandes, c'est aussi d'avoir des lieux d'attente qui soient plus sécurisés, mieux éclairés, une sécurité plus adaptée. Donc là aussi, on peut avoir un certain nombre de solutions qui émergent avec des mobilités typiquement qui favorisent les correspondances. Alors, voilà pour ce que vous appelez les nouvelles mobilités. Ensuite, ce que j'appellerais moi de nouvelles mobilités, c'est aussi les nouvelles solutions qu'on peut apporter dans le cadre des mobilités plus classiques. Et typiquement, le sujet de la correspondance. 75% des voyages en Ile-de-France qui se font en train ou en RER sont couplés avec un autre mode, majoritairement la marche à pied, mais le deuxième mode, c'est le bus. Et donc, on a par exemple réfléchi à la façon dont on pouvait articuler de manière plus intelligente le bus et le train pour favoriser ce parcours en transport en commun et notamment éviter l'écueil que tout le monde peut peut-être connaître, c'est-à-dire le train il a 2 minutes de retard et puis il faut sur le parking de la gare, le bus part. Il faut attendre le suivant 15 minutes, 2 minutes, voire même c'est les derniers parce que voilà, donc on essaie de traiter ces différentes situations qu'on appelle des maillons faibles en proposant des solutions qui sont appelées des digitales, qu'on appelle des réseaux synchro, dont on parlera peut-être tout à l'heure, mais qui sont en cours d'expérimentation sur différents sites de l'île. Une précision, cette idée de mieux travailler les correspondances, ça paraît une évidence. Pourquoi est-ce qu'on ne traite ces questions que maintenant? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on les traite et on ne les traitait pas hier ou avant-hier? Ça a toujours été une préoccupation, mais effectivement, ce qui a permis d'avancer, c'est clairement le digital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dispose de logiciels, d'algorithmes qui font en sorte que, par exemple, elle propose sur une demi-douzaine de sites en Ile-de-France un système qui s'appelle
aujourd'hui, je dirais, de dresser un itinéraire optimisé pour véhiculer tous les clients au plus près de leur domicile, notamment dans le contexte de soirée, où on sait les sujets de sécurité, de fréquences faibles, etc., peuvent être des freins. Voilà, c'est aussi l'émergence du digital et aussi l'expérience de ces nouveaux partenaires qui sont des PVC qui ont permis, je dirais, de trouver une nouvelle solution pour le transport public. Merci. Valère Pelletier, comment voyez-vous le rôle de la RATP à Paris dans le contexte qu'a évoqué Christophe Nachowski? Alors, avant de me parler de la RATP, je trouve que ce qui est passionnant, c'est que c'est un sujet de ville, de vie. Ce sujet de mobilité, on voit qu'il y a un grand écart à gérer et que les édiles ont un rôle clé, nous aussi, entre la ville du citoyen et la ville du consommateur. En fait, on voit cette friction qui est autour de la mobilité, c'est le consommateur, il veut se déplacer vite. Le consommateur, il va prendre une trottinette. Le citoyen, il ne veut pas avoir sa poussette qui est gênée par la trottinette. De la même façon que le consommateur va commander sur Amazon, le citoyen se dit je dois acheter français, je dois acheter local, je ne dois pas faire des cartons. Donc c'est mobilité, et ça on le voit à tous les niveaux, on ne veut pas polluer la planète, on regarde le truc continuellement qui est un des plus gros consommateurs d'énergie. On a cette ambivalence-là, et le rôle des élites, c'est d'arriver à gérer à la fois une ville qui contient les consommateurs et les citoyens, nous sommes chacun les deux. Et avec cette nouvelle mobilité, il y a un aspect assez consumériste de la mobilité, ce qui n'était pas le cas avant. La mobilité elle était avant de décision publique, et avec un aspect beaucoup plus régulé par une puissance centrale. Donc c'est avant tout un sujet de ville. Je pense que je voulais juste repositionner ce sujet-ci. Après, quel rôle on peut y jouer? Je pense qu'on peut y jouer, et je vais y revenir tout à l'heure, il y a un aspect d'intégration physique. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de masse. Masse, c'est le troisième étage de la ville. Puisque pour qu'il y ait une cohérence entre les différents modes de mobilité, je pense qu'il y a en fait 3 étages. Le premier, c'est l'intégration. Il faut de la cohérence globale, il faut de l'intégration physique. Il faut que dans la vraie vie, on parlera du digital ensuite, dans la vraie vie, il y ait cette cohérence qui soit adoptée. Qu'elle soit dans les changements de mode, dans les basculements de mode. S'il n'y a pas cette intégration physique, qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire si votre bus s'arrête mais que la station de Vélib est à 800 mètres et qu'il pleut, si le cadencement des bus fait qu'au moment où un TGV arrive, il n'y a pas le bon cadencement de bus, il n'y a pas le bon refilling, remplissage des stations, et il y a un problème. C'est-à-dire que dans la théorie c'est beau, dans la réalité c'est l'équilibre pas. Donc à la fois dans la conception des services, il faut que, ça c'est la RATP a joué un rôle là-dedans depuis des décennies, c'est de dire les transports c'est un morceau de la ville, et il doit s'entendre bien intégré avec les autres composantes de la ville, et que le transport et l'urbanisme sont très liés. Donc l'intégration de ces services dans leur conception, de faire en sorte qu'une gare routière soit bien pensée, qu'elle soit une gestion des flux d'un mode vers un autre, c'est fondamental. Il faut qu'elle soit bien pensée, il faut qu'elle soit bien opérée. Quand on l'a pensée, il faut aussi que dans l'opération, ça a été un des points d'achoppement du début de Vélib qui après a été comblé avec le temps. C'est qu'au départ, les stations victimes du succès du service étaient vite trop vite, ou alors elles étaient même trop vite. Il fallait faire du rebalancing, donc du rééquilibrage en temps réel, pour que dans l'exploitation, on arrive à se dire, s'il y a tout à coup des flux, il faut que je gère physiquement mon service. C'est bien de le penser, il faut aussi le gérer physiquement. Première couche, intégration physique. Deuxième couche, intégration dans l'information. Donc ça, les sujets digitaux nous aident beaucoup depuis 5-10 ans à avoir de l'info voyageur multimode qui circule bien. Et les différents plans, notamment le maire et la LOM, vont accélérer ce partage de l'information qui fait que l'intégration de la donnée, donc de l'information tout mode, va pouvoir bien se développer. Le troisième niveau d'intégration, c'est le masque dont on parle beaucoup, qui est l'intégration dans le parcours, y compris l'aspect éthique et l'aspect paiement. Et où là-dessus, là, il y a un foisonnement qui est passionnant. Nous, la RATP, quel rôle on y joue ici. Après avoir développé un service donc à Annemasse, on a, vous l'avez peut-être vu hier, développé pour notre client Île-de-France Mobilité, un service qui s'appelle Max, et qui permet en Île-de-France de donner accès à 10 modes différents à travers une seule appli et de faire à la fois la réservation, mais aussi le paiement. C'est bien deux bouts en fait. Donc ce rôle, n'oublions pas qu'il y a aussi une composante physique très importante. Un deuxième aspect, je trouve que c'est intéressant de l'ajouter au débat, c'est l'aspect quand même de la vitesse et des moyens qui sont déployés. Je pense qu'on a tous ces déplois de vitesse, on peut le dire, par les moyens et la rapidité et l'agilité des acteurs. D'abord parce qu'ils sont digitaux donc on vite, mais aussi en termes de moyens financiers, il y a des mannes financières qui dépassent ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on a des acteurs qui
sont des multinationales, et je pense notamment à SoftBank, on connaît assez peu SoftBank, détient à peu près entre 20 et 30% de l'ensemble du capital des grands acteurs de nouvelle mobilité, que ce soit les Uber, les etc., sont détenus par un acteur qui est japonais, qui s'appelle SoftBank, et qui lève des fonds à 100 milliards pour investir dans les nouvelles mobilités notamment. Ça marche pas toujours. Ils ont investi dans WeWork et on a vu WeWork qui vient de se passer. Néanmoins, il y a des montants financiers qui sont nouveaux. C'est-à-dire que les transports publics anciennement n'étaient pas un secteur qui amenait autant d'intérêt d'investisseurs japonais ou américains, les sites d'appel. Donc il y a un engouement, et je pense que comme on peut se réjouir de dire on a de l'innovation, on a de la nouveauté, on a de l'attrait pour notre métier. Attention à ce que, je pense que c'est le message clé, on l'a bien entendu tout à l'heure, la puissance publique doit arriver à canaliser ces initiatives, cette bonne volonté, puisque, comme c'est un aspect, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, la mobilité et l'urbanisme sont très liés. Quand on pense les transports et la mobilité indépendamment de l'urbanisme, on fait une erreur capitale. On l'a vu à plusieurs exemples. Moi, je suis lyonnais d'origine. Je ne sais pas s'il y a des lyonnais dans la pièce qui connaissent bien Lyon, mais il y a une grosse erreur d'urbanisme qui a été faite parce qu'elle n'a été pensée que transport. C'est le sud de la presqu'île de Lyon, où globalement, pour un projet autoroutier et ferroviaire, on a garrotté le plus bel endroit de Lyon. Parce qu'on a pensé transport. On n'a pas pensé urbanisme. Donc toujours penser transport et urbanisme qui vont l'un avec l'autre de pair. Sinon, on peut commettre des. Merci. J'ai envie de vous poser une question, et d'ailleurs de poser la même question à vos deux collègues représentants des opérateurs de transport. Qu'est-ce qui vous différencie? Vous êtes face à ces bouleversements de mobilité. Quelles sont les solutions qui sont peut-être plus propres à chacun des groupes de transport que vous représentez? Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre ADN qui vous distingue les uns des autres? Daniel Pelletier, vous avez la parole. Je commence, je vais faire évidemment que de moi. Je dirais, alors peut-être que vous l'avez entendu, à la RATP, on est toujours très intéressé par la ville comme un tout. On a une vision assez holistique, puisque de par notre histoire et notre ADN et les compétences que ça nous a amené à développer, on considère la mobilité dans un des éléments de la ville, puisque de la même façon, la plupart des projets qui sont souvent drivés par la mobilité vont aussi avoir des composantes fortes dans les autres secteurs de la ville, qui soient de l'énergie, du bâti, donc de l'immobilier. Un exemple, c'est que le basculement qui a été décidé notre client de France Mobilité de basculer la flotte de bus, 4700 bus en Ile-de-France en électrique et en biogaz, donc en énergie verte, donc pour sortir des modes polluants. Et d'abord un projet où on va changer le moteur d'un véhicule, donc il y a du pur transport au départ. Sauf qu'en fait, il y a des implications fortes sur l'alimentation énergétique, donc c'est aussi un projet d'énergie, puisqu'il va falloir changer toute l'alimentation, la façon dont les centres-bus, qui sont les endroits où on garde les bus, sont alimentés en énergie, alors qu'avant c'était pas le cas, c'était des stations-service. Et c'est aussi un projet de bâti. À partir du moment où vous avez des installations classées en énergie, il faut revoir complètement la façon dont le bâtiment est pensé. Donc c'est un projet qui est transport, mais plus que transport. Et il n'y a à peu près plus de projets qui soient seulement monosectoriels. Et c'est pour nous, RATP, un de nos points de force, puisque c'est de par notre ADN, nous sommes un acteur assez naturel de la ville intelligente. En quelques mots, Yvan Dupuis, qu'est-ce qui, dans l'ADN de Keolis, peut le distinguer des autres opérateurs? Alors, distinguer, je ne sais pas. En tout cas, chez Keolis, on a toujours eu une approche multimode, puisqu'on opère tous les modes, entre les modes très lourds, le train, le métro, jusqu'au mode le plus léger, tramway, bus, y compris sous sa forme de transport à la demande, mais aussi le vélo avec notre filiale Cycléo, ou encore le stationnement avec EFIA, ou encore avec notre partenaire SAMS, dont nous sommes l'actionnaire industriel. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'agglomérations. Je pense à ce qu'on peut faire aux Pays-Bas, ce qu'on peut faire à Dijon, où effectivement, au sein d'une délégation de service public, sont intégrés typiquement tous les modes, y compris jusqu'au stationnement ou à la gestion d'une flotte de vélos en libre service. Voilà. On essaie de progresser, je dirais, dans cette intégration de modes, mais je crois qu'avec mes collègues, on est tous en train d'essayer de trouver ces nouvelles solutions. Mais ce bureau, est-ce qu'il y a une spécificité Transdev? La question elle est difficile parce qu'il faut s'auto-évaluer. C'est vrai que l'expertise elle est partagée, on a tous des références un peu partout dans le monde, en tout cas c'est une fierté qu'on peut avoir. Moi ce que je pense qu'on essaie en tout cas de faire, et lorsqu'on y arrive c'est une très grande satisfaction,
c'est d'être dans une posture d'écoute. Nous, ce qu'on considère, c'est que ce sont les autorités organisatrices qui sont les meilleurs spécialistes et les meilleurs experts de leur territoire, qui savent ce qu'il faut développer. Et donc on essaie de construire une dialectique dans laquelle nous, on apporte une expertise, on apporte un benchmark international, on apporte tout le savoir industriel d'un groupe, et ensuite d'essayer de voir comment on arrive à réconcilier ce qu'on sait faire, ce qu'on peut proposer avec les envies, avec les souhaits, avec ce que souhaite l'autorité organisatrice. Et c'est là où les défis qui nous sont posés ne sont pas toujours évidents, parce que lorsque on demande à des entreprises qui font du train, qui font du bus, qui font du car, de se mettre à faire du digital, il faut prendre son élan, et puis une fois qu'on l'a pris, on y arrive. Laurent Bouillet, donc quand on pense à Bombardier, on pense tout de suite au train, au mass transit, à les transports lourds. Comment se situe Bombardier dans ce contexte en pleine évolution, avec donc cette émergence de nouvelles activités? D'abord, j'aimerais dire que j'ai entendu plein de choses très intelligentes depuis que je suis arrivé, donc c'est extrêmement enrichissant, et j'adhère beaucoup à tout ce qui a pu être dit. Nous, on a aussi, comme un certain nombre de lecteurs autour de la table, une expérience internationale, donc on arrive à observer ce qui se passe ici en Ile-de-France, mais aussi ce qui se passe en Chine, aux États-Unis, en Inde, et dans toutes les grandes métropoles du monde. Et en fait, qui ressort, avant de parler des mobilités douces, du vélo, de la trottinette, etc., il en ressort qu'il y a effectivement à la fois une explosion des solutions de mobilité et des acteurs à une vitesse qui n'était pas prévue. C'est-à-dire que le film va beaucoup plus vite que ce que l'on pensait, et donc ça a besoin d'être régulé, ça a besoin d'être orchestré. On parlait tout à l'heure d'aspect législatif qui n'est pas encore tout à fait au point, et pourtant on est face à des difficultés. Donc comment regarder ça? Donc nous, évidemment, on a un regard plus industriel. On est plutôt là pour développer, concevoir des solutions de mobilité, donc au niveau de matériel ferroviaire. Mais en même temps, on ne peut pas le faire sans être à l'écoute à la fois des autorités organisées de transport et l'ensemble des acteurs publics ou privés. Ce que l'on note finalement à travers la planète et aussi en France de plus en plus, c'est que ça passe d'abord par un grand maillage, une complémentarité, une coordination des solutions de mobilité. Je pense que c'est vraiment l'aspect essentiel. Quand on parle de mobilité douce, c'est effectivement quelque chose d'intéressant, le vélo. D'ailleurs, nous, on est très impliqués sur le vélo, puisque ça fait maintenant 20 ans qu'on essaie d'intégrer les vélos dans les trains. Les premières rames TER AGC en France, il y en a quand même 700. C'était la première fois qu'on essayait de développer des systèmes d'approche de vélo dans les trains. Après, sur le francilien, il y en a quand même quelques-uns en Ile-de-France, grâce à IDF Mobilité, eh bien, on a travaillé avec les associations d'usagers pour essayer de concevoir qu'est-ce qui est pertinent pour les usagers, pour justement éviter les ruptures, et puis qu'avec leur vélo, ils passent dans un mode lourd, et qu'ils reprennent une mobilité plus douce. Et puis un dernier exemple, j'insiste sur le vélo, désolé. Dernier exemple, c'était avec la région Pays de Loire et la région Samba de Loire qui ont décidé, pendant la période estivale, de développer une solution à travers les trains, c'est-à-dire de remplacer tous les sièges et de pouvoir mettre 50 vélos à la place dans des racks, etc., prévus à cet effet. Donc on réfléchit y compris à l'intégration des mobilités dans la mobilité, donc c'est quand même intéressant. Moi, ce que je dirais quand même, c'est que nous, notre rôle, il est d'abord d'essayer de développer des solutions de transport qui puissent s'inscrire dans les différentes problématiques qui se posent. Donc, effectivement, on est plutôt sur ce que j'appelle le mass transit, à défaut de ce qu'on a pu dire tout à l'heure, mais qu'effectivement, il faut quand même concevoir les modes lourds en premier. Il y a d'ailleurs un train, je ne vais pas faire la publicité pour Alain Kramowicz, mais j'ai trouvé son livre remarquable sur le métro Polytrain. Et que le fait qu'il faut d'abord faire venir les gens dans la capitale, dans la ville, avant de pouvoir leur permettre d'utiliser d'autres solutions de mobilité. On a un vrai problème de congestion et de trafic, et que c'est d'abord ces axes lourds-là qu'il faut privilégier. Cependant, ce que l'on fait nous, finalement, à travers le matériel, qu'il soit tramway, qu'il soit métro, qu'il soit train de banlieue, RER, ou autre mobilité plus lourde, c'est de développer des technologies qui permettent, pour faire le lien avec ce que l'on a pu dit précédemment, d'avoir un outil, d'avoir de l'information, c'est-à-dire de pouvoir gérer la data. Le train en tant que tel est un outil aussi formidable pour générer de l'information sur les passagers qui sont à bord, sur leurs habitudes de consommation, leurs habitudes de voyage, et on peut capter à travers le train toutes sortes d'informations. D'abord, on compte les passagers, on a la possibilité de savoir sur quelles applis ils sont en train de regarder sur leur smartphone. Il y a énormément d'informations à bord des trains qui est utilisable, qu'on va utiliser dans le futur, et qui doit s'intégrer dans cette gestion de la data dans le parcours de A à Z du voyageur. C'est-à-dire que pendant son voyage, il va utiliser différentes solutions de mobilité dans son parcours en Ile-de-France, si je prends l'exemple de l'Île-de-France,
Il va peut-être utiliser effectivement le vélo à la fin ou la marche à pied, mais il va peut-être avant utiliser un bus, et puis avant un métro, peut-être un RER. Et on a à travers ces solutions-là lourdes aussi énormément d'informations qui peuvent être mises au service des exploitants pour justement mieux organiser la mobilité de ces voyageurs. Donc on est là plutôt comme quelqu'un qui apporte des outils et de l'information à leur service. Merci. Vous travaillez aussi beaucoup sur des trains plus propres, sur des trains à batterie. Est-ce que vous pouvez utiliser les enseignements de votre recherche et développement, de vos travaux, pour équiper, par exemple, les villes de demain de nouveaux systèmes qui seraient issus justement de votre travail de tous les jours dans les trains? Je pense par exemple à, je sais pas, des bornes électriques, des systèmes de signalisation. Comment vous pouvez aussi intervenir dans la ville? Oui, absolument. En fait, on a effectivement différents programmes de recherche et développement. Il y a beaucoup de sujets qui sont d'actualité. Alors, on n'est pas encore dans la mobilité volante. On fait des avions chez Bombardier, mais pas encore des hélicoptères taxis, qui seront peut-être un sujet de mobilité dans 10 ans. Parce que tout évolue, y compris dans les solutions de mobilité. On travaille beaucoup en ce moment, effectivement, sur les énergies propres, pour essayer d'avoir des trains d'abord moins énergivores, d'abord tout électrique, et puis moins énergivores. Ça, c'est un vrai sujet. On a déjà fait des poids à pollution. Mais on travaille beaucoup aussi en ce moment sur les trains autonomes. On a un partenariat avec la SNCF et avec Thales et Bosch pour effectivement développer des trains voyageurs autonomes. C'est quand même assez différent d'un métro dans un circuit fermé, de pouvoir être dans un espace ouvert où il peut se passer quelque chose sur la voie et que le train doit être suffisamment intelligent de par l'intelligence artificielle qu'il aura pour pouvoir effectivement réagir en fonction de la situation et gérer cette exploitation. Donc ça, ce sont des axes importants. C'est aussi dans un objectif, notamment pour du mass transit, d'augmenter les fréquences. C'est-à-dire, passant de Géo à 4, comme pour les métros automatiques, c'est de pouvoir gérer justement sur du mass transit des capacités de transport plus importantes. On parlait tout à l'heure, je parlais du Horizon pour les vélos. Quand on est sur la ligne R, en ligne 3, c'est quand même 1700 voyageurs assis. Et plus en heure de pointe avec des personnes debout, donc c'est extrêmement important. Donc en quelques années, à partir de 2023, on sera en capacité de gérer ces trains-là en autonome. Plus tard, les trains seront qualifiés, homologués. Est-ce qu'on le fera? Ça, c'est une autre question par rapport à la perception des usagers d'avoir un conducteur dans le train. Mais en tout cas, voilà, on travaille sur des vrais sujets qui permettent à la fois d'avoir des trains moins lourds, moins énergivores, plus propres et plus autonomes. Mais surtout, de travailler énormément sur la data, comme je vous parlais précédemment, pour apporter une richesse d'informations très pertinente pour justement les exploitants qui doivent gérer la mobilité au sens large des différents modes de transport. On a beaucoup parlé de data, on a beaucoup parlé de plateformes, on a beaucoup parlé d'acteurs du net. Comment faire en sorte que ce ne soient pas des acteurs privés qui influencent fortement les comportements des voyageurs? Qui veut répondre à cette question? J'imagine que plusieurs d'entre vous ont envie de répondre. Peut-être d'abord Christophe Nagelowski. Oui, alors comme je le disais tout à l'heure, je crois que les collectivités publiques ont un rôle à jouer, et en particulier les autorités organisatrices de la mobilité, donc en Île-de-France, c'est Île-de-France Mobilité. D'ailleurs, il y avait un conseil d'administration hier où nous avons adopté un rapport sur la mobilité servicielle, autrement dit le MAS. Et donc cette question aujourd'hui, elle est en plein dans le débat public, avec la nécessité d'organiser les choses dans le sens de l'intérêt général, parce que les plateformes numériques, ce qu'elles regardent, c'est leur propre intérêt. Elles ont beau vous dire, on les voit, on les côtoie presque au quotidien, qu'elles ont la volonté de proposer des solutions de mobilité, mais toutes les solutions de mobilité ne se valent pas. Le transport capacitaire, le transport de masse, reste et doit rester, je dirais, la colonne vertébrale d'un système de transport efficace à l'échelle d'une région comme la nôtre. Et autour de ça, bien évidemment, doivent pouvoir aussi s'agréger différents types de mobilité, mais avec toujours l'idée que le transport public, auquel j'ajouterai aussi les modes actifs, quand je parle de modes actifs, je parle du vélo et de la marche, doivent, à mon sens, être comme le socle, je dirais, d'une mobilité servicielle, à laquelle on peut ajouter aussi les services de mobilité partagée. Mais là encore, quand je dis
que tous les transports ne se valent pas, c'est que en termes d'émissions de CO2 par exemple, eh bien, par personne transportée, c'est pas la même chose que d'utiliser le train qui va émettre très peu de CO2 et un service de VTC sur quelques kilomètres qui n'aura pas le même bilan en matière d'émissions de CO2. Donc on doit avoir ça à l'esprit parce que on doit aussi faire en sorte que le MAS oriente aussi, je dirais, les usagers vers des types de mobilité qui sont plus vertueux. Donc il y aura aussi certainement peut-être des incitations trouvées, peut-être y compris tarifaires. On n'y est pas encore, mais il faut d'ores et déjà y réfléchir. Un autre enjeu, c'est celui des données. Qui possède des données et au service de quoi. Donc aujourd'hui, on voit par exemple que les opérateurs dits historiques, RATP, SNCF, commencent à mettre donc à disposition les données les concernant. Il faut aussi que les opérateurs privés le fassent et mettent à disposition leurs données auprès des collectivités parce que ils ont aujourd'hui une connaissance beaucoup plus fine du comportement de leurs usagers ou clients que nous-mêmes en tant que collectivité. Et donc il y a aussi des canaux, je dirais, d'information à mettre en place de manière à ce que les collectivités publiques, qu'elles soient les collectivités territoriales ou les autorités organisatrices, aient, je dirais, la main sur la question des données et puissent à partir de là organiser des services de transport qui soient dans l'objectif d'offrir un service de mobilité durable. L'un d'entre vous veut réagir? Je veux bien compléter sur ce volet-là. Il y a toute une série Ça veut dire qu'en fait, chaque camion est compté, référencé, une fiche. On sait d'où il part, où la terre arrive, comment est-ce qu'elle est déchargée, comment est-ce qu'elle est utilisée. Un des enjeux, c'est en fait de réutiliser cette terre. Parce que la terre qu'on va sortir, c'est l'équivalent de 9000 piscines olympiques. Donc ça fait un peu de matière. Et donc un des enjeux, c'est de pouvoir utiliser au maximum cette terre. Et donc on s'est fixé comme objectif de réutiliser 70% de la terre qu'on extrait des sols. Parce qu'en fait, cette terre, elle est propre. On n'a que 2% de pollution de la terre qu'on enlève du sous-sol d'Île-de-France. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser tout le reste. Et on le réutilise comment? En comblant des carrières. Donc en fait, on comble des trous. C'est assez simple, ça c'est assez facile. En utilisant cette terre qui est propre pour les parcs urbains. Donc en fait, de se mettre en relation avec les gens qui vont faire des parcs urbains pour qu'au lieu d'aller chercher de la terre très loin ailleurs, on puisse l'utiliser sur place. Et c'est aussi développer des filières d'éco-matériaux. Parce que cette terre, elle peut aussi être utilisée pour faire des sortes de briques qu'on va après utiliser pour faire de la construction. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Le prix de la logistique revient à la société de Grand Paris. Merci. Je vous laisse prendre place pour la photo. Créer de nouveaux réseaux, créer de nouvelles infrastructures, mais aussi et surtout entretenir et moderniser les réseaux existants. C'est un enjeu important du territoire, un sujet essentiel, et c'est notre dernier prix de cette édition 2019, le prix de la modernisation. Pour remettre ce prix de la modernisation, j'invite Guen Dupuis, directeur général adjoint en charge de l'Île-de-France au groupe Keolis. Micro qui est juste derrière vous. Qu'est-ce que la modernisation d'un réseau de transport signifie pour un groupe comme Keolis? D'abord, je pense que ce prix, en fait, il va, quel que soit d'ailleurs le récipiendaire, être destiné, récompensé par les femmes et les hommes qui, chaque jour, travaillent, parfois dans l'ombre, souvent dans l'ombre, je dirais, au sein de l'autorité organisatrice, au sein des collectivités, au sein des opérateurs, au sein de tous les acteurs de la mobilité, pour améliorer de manière incrémentale, pas toujours complètement visible et immédiate, les conditions de transport, la régularité, la sécurité, la qualité de service, et faire en sorte que notre système de transport francilien soit au niveau des meilleurs au niveau mondial. Voilà, donc il y a les grands projets qui prennent la lumière, qui prennent les rubans, les ciseaux pour couper les rubans, et puis il y a le travail du quotidien. Et je pense que ce prix va aux femmes et aux hommes très engagés dans notre secteur d'activité qui font justement ce travail.
Alors en course pour ce prix de la modernisation, 4 initiatives. La réorganisation du réseau Phébus pour des itinéraires plus simples et plus d'intermodalité, des quais alvéolés pour supporter les crues de la Seine, un commandement unique mis en place sur le RER A et le réseau de bus parisiens totalement refondu. Le jury a décidé de remettre ce prix de la modernisation à la RATP pour la refonte du réseau du bus parisien. Pour recevoir ce prix, j'ai invité à nous rejoindre Serge Grèce, directrice de la commandement générale du réseau à la RATP. Ravi de vous revoir, madame. Prix de la modernisation donc pour la refonte du réseau des bus parisiens. Ça s'est passé le 20 avril dernier. En une nuit, 50 lignes de bus ont été modifiées, 5 nouvelles créées, une transformation que vous avez qualifiée une transformation de fond. Tout à fait, puisque le réseau bus en fait datait de 1950, donc il y avait une vraie nécessité en fait de l'adapter au territoire, d'intégrer les évolutions démographiques et les besoins des usagers. Donc, nous avons lancé un travail quadripartite avec Île-de-France Mobilité, la Ville de Paris, la RATP, la préfecture de police, pour effectivement revoir complètement le réseau bus. Donc les principaux objectifs, c'était déjà de revoir le lien entre Paris et la banlieue et d'améliorer l'attractivité du réseau. Donc en retravaillant l'offre de transport avec notamment des renforts week-end et soirées, d'améliorer la régularité de nos lignes de bus, donc en retravaillant sur nos temps de parcours, de rééquilibrer la desserte entre l'hypercentre de Paris et les quartiers périphériques, notamment dans le 19e et 20e arrondissement qui ont vu leur densité de population fortement augmenter, d'édensifier en fait l'hypercentre de Paris et créer de nouvelles dessertes interquartiers, et puis améliorer la performance du réseau bus, qui est un enjeu fort, en travaillant notamment sur la vitesse commerciale. Et ça, c'est un axe qui concerne tous les acteurs du projet. Donc la Ville de Paris, la préfecture, la RATP sous pilotage d'Île-de-France Mobilité. Donc comme vous l'avez dit, 50 lignes de bus ont été concernées, donc 5 créations. Donc ça représente 40 millions de chiffres d'affaires annuels, plus 700 machinistes et 110 véhicules. La Ville de Paris a réalisé plus de 110 aménagements de voirie dans le cadre de cette restructuration. Et il y a tout un travail qui a été effectué pour sensibiliser les automobilistes à respecter les aménagements qui ont été faits, avec une augmentation de la verbalisation et vidéo-verbalisation. Et juste pour parler effectivement de la mise en place et de la bascule, c'était une bascule en une nuit, ce qui est un vrai challenge, puisqu'il a fallu mettre à jour toute l'information voyageurs statique et dynamique sur tout le réseau de surface. Donc en termes de grandeur, c'est plus de 4000 points d'arrêt et 265 sites ferrés à mettre à jour en une nuit. C'est d'accompagner nos voyageurs, parce que c'est un grand bouleversement. Donc il y a un vaste plan de communication qui a été mis en place pour préparer nos voyageurs, les informer. Donc on avait mis en place un site dédié sur lequel ils pouvaient aller voir ligne par ligne les transformations qui étaient apportées et puis anticiper leur futur trajet avec la recherche d'itinéraires. Et pour ce challenge, la RATP a mobilisé plus de 10 000 de ses agents, donc évidemment les opérationnels, mais également les fonctions support, qui se sont portés volontaires pour participer à cette restructuration historique pour le réseau bus de la RATP. Et ces agents nous ont aidés à mettre à jour l'information voyageurs et accompagner nos clients en amont et les quelques jours qui ont suivi cette mise en service pour les orienter, les informer et faire en sorte que cette restructuration se passe bien. Merci. Avec des nouveaux bus qui peuvent encore de nouvelles lignes qui doivent arriver en novembre, c'est ça ? Oui, tout à fait, sur la transition énergétique. Le prix de la modernisation décerné donc à la RATP pour ce refrain du bus parisien. Merci beaucoup de prendre place pour la photo. Voilà, nous avons terminé cette remise des grands prix. Je vais inviter en fait tous les lauréats et tous les remettants à venir me rejoindre ici, ou plutôt du côté de la photo, pour faire une grande photo finale. Les lauréats et les remettants. S'il vous plaît.
profite également pour remercier nos partenaires, la région Île-de-France, Bombardier, Keolis, RATP, SNCF Réseau, Transdev, SNCF Transilien, Île-de-France Mobilité et Charles Collin pour son champagne. Et puis je vous informe que le cocktail a lieu juste de l'autre côté du bâtiment. Il faut sortir, c'est dans la rue d'en face, au 33 rue Barbé de Jouy. Merci beaucoup à tous et excellente soirée. nettoyer, je vais rattacher pour les formalités. Là, que notre camarade